Et qu'est-ce que c'est les objectifs de développement durable au niveau de l'alimentation? C'est un souhait louable, c'est que tout le monde mange bien et à sa faim, avec des produits de qualité et sans polluer et sans épuiser l'environnement, pour faire simple. Et donc derrière ça, en fait, on a les objectifs, puisque vous avez vu qu'ils ont des petits numéros, je vais vous les dire rapidement, mais tout simplement pour qu'on recolle tout ce qui est dit là dans une logique de roue qui continue de tourner et qui nous emmène tous. On a l'objectif 2 sur l'alimentation et la production durable, on a l'objectif sur la santé, le climat, les océans, pour autant, la biodiversité, et je pourrais aussi dire l'eau et les inégalités. Donc vous voyez, ça fait quand même une belle palette de 17 objectifs. Et donc en fait, pour commencer, et par rapport aux changements qui sont en train de se passer, je vais m'adresser à Marie. Et peut-être un premier changement qui est perceptible par tout le monde quand on rentre dans le dur de la machine. J'aurais envie de dire c'est le bio, la bio selon ce qu'on veut dire derrière bio, qui est plus accessible, plus connu par tout le monde. Et est-ce qu'il serait possible aujourd'hui d'avoir un petit panorama sur ces produits bio, cette agriculture bio, pour voir un petit peu les tendances, est-ce que c'est accessible, est-ce que c'est toujours les bio, c'est simplement pour les gens qui ont les moyens et pas les autres. On arrive déjà par rapport à nos actes du quotidien à se situer par rapport à ces changements. Et donc je vais voir s'il y a un autre micro que celui-là. Ah non, c'est pas là. Okay. Je laisse le masque, ça va? Avec le masque, oui. Donc Marie Boucher, responsable de projet à l'association Aprobio. Donc en quelques mots, Aprobio, on est une association à caractère interprofessionnel qui représentons tous les maillons concernés par la filière bio, du producteur au consommateur. Donc parmi nos adhérents, nous avons à la fois des producteurs, des transformateurs, donc ça va du petit boulanger à la grosse entreprise de cake, des distributeurs, donc ce sont les magasins spécialisés, les grossistes de restauration collective, toute la gamme de ceux qui approvisionnent en produits bio les consommateurs. Les consommateurs eux-mêmes, et après d'autres structures, des ambassadeurs de la bio, des écoles de formation, des futurs agriculteurs bio. Donc nous essayons d'agir auprès de toute cette chaîne pour développer la production, transformation, distribution et consommation des produits bio. Donc aujourd'hui, en termes de panorama, on est la dernière région de France en termes de production de produits bio. Donc on a un gros challenge à relever. Et pour ce faire, nous travaillons à l'échelle principalement des territoires. Et du coup, on ambitionne de travailler à l'échelle des Flandres aussi, sur lesquels nous intervenons peu encore, mais on a beaucoup de territoires comme ça en région Hauts-de-France, où nous accompagnons tous ces publics-là à développer des gammes de produits bio. Donc ça va du boulanger, comment il peut développer une gamme de produits bio, mais aussi, je ne sais pas, la restauration collective, si j'en parle tout de suite, ou si... Non, je... De toute façon, il faut en parler parce que c'est un levier important. Ok. Donc effectivement, pour nous, la restauration collective à l'échelle du développement des territoires, c'est un bon outil, une bonne première action qui nous permet de démocratiser les produits bio à toutes les couches sociales et toutes les populations. Parce que la restauration collective, ça va des tout petits enfants en crèche, les écoles primaires, les collèges, les lycées, mais c'est aussi les entreprises, pour la restauration d'entreprises, les hôpitaux, voire même les prisons pour ceux qui passent par la case prison. Du coup, la restauration collective, ça touche une diversité de populations. Et effectivement, dans les esprits, le bio étant difficile d'accès, la restauration collective permet de lever immédiatement ce frein-là, puisque tout le monde paye le même prix en restauration collective. Il y a beaucoup de bio ou peu de bio, donc notre objectif, c'est d'augmenter un maximum le bio dans cette restauration collective. Sachant que, je le répète pas assez souvent peut-être, mais nous, c'est vraiment le bio régional, local qui nous intéresse, et pas le bio qui vient de loin, puisque notre association est régionale. Nous souhaitons développer la production bio en région et que cette production bio, elle soit consommée au plus proche du consommateur, donc elle reste en région. J'ai entendu donc bio, local, régional, et puis plus accessible, donc plus équitable. Tout ça participe aussi à d'autres changements plus globaux, et derrière ces changements, il y a un levier. Le levier législatif, le levier réglementaire. Il y a une loi qui a été adoptée en 2018 qui s'appelle la loi EGalim. Rapidement, sans rentrer dans tous les détails, en quoi cette loi aujourd'hui, elle peut nous permettre vraiment d'accélérer et potentiellement comment on se l'approprie à des échelles plus locales, voire à des échelles plus pragmatiques comme la restauration collective.
Donc effectivement, aussi, ça a été une très bonne nouvelle en 2018, cette loi Egalim, parce que le bio en restauration collective, il n'est pas nouveau. Il était déjà issu des recommandations du Grenelle de l'environnement qui datait de 2007, mais c'était une recommandation. Et force est de constater que les recommandations ne sont pas suffisantes, puisque nous ne sommes pas aujourd'hui à 20% de bio en restauration collective. Donc est arrivée cette loi Egalim, qui impose 50% de produits durables, dont minimum 20% de produits bio en resto-co. Donc là maintenant, c'est une réglementation. C'est une application le 1er janvier 2022, et notre challenge à nous, c'est que ce bio soit régional, le plus court possible, qu'il y ait le moins d'intermédiaires possible, et que toutes les étapes de transformation, s'il y a besoin de transformation pour cette restauration collective, soient réalisées en région Hauts-de-France. Merci. Je vais pour le coup me retourner vers mon voisin parce qu'en fait, on a un cadre, mais dans les cadres, il faut des ressources humaines, il faut des gens. Comment est-ce qu'on peut réussir à atteindre les objectifs? Est-ce qu'aujourd'hui, les nouveaux métiers, quels sont les impacts sur les nouveaux métiers? Est-ce que ces nouveaux métiers sont accompagnés? Est-ce qu'on peut effectivement raccourcir ce besoin peut-être au niveau de la production en bio, au niveau de la production durable, dans le métier de l'agriculture d'aujourd'hui ou dans les futurs agriculteurs qui vont arriver demain? Donc bonjour, Sébastien Mézis, directeur de l'Institut agricole à Hasbrook. Par rapport à la question de la formation des futurs professionnels, il est clair qu'aujourd'hui les modifications dans les programmes de formation ne vont pas aussi vite que ce que souhaiterait la loi Egalim, c'est-à-dire que par rapport au référentiel de formation dans l'enseignement agricole, on n'a pas aujourd'hui par exemple des formations diplômantes spécifiques sur l'agriculture bio. Quand je parle, alors ça existe mais pas en lycée, pas forcément au niveau du bac pro, du CAP, etc. Donc ça veut dire qu'il faut passer par une base de formation, j'allais dire généraliste agricole, pour après aller sur la section, j'allais dire la spécialité bio. Et du coup, l'agriculture bio est presque encore considérée comme une spécialité de l'agriculture. Voilà. Et pour un établissement comme l'Institut agricole qui est situé en Flandre, on a une problématique puisqu'on a aussi, vous le disiez, on n'est quand même pas en Flandre dans le terrain premier de l'agriculture bio, et même s'il y a des petites initiatives, etc., on est quand même sur une terre de polyculture élevage, j'allais dire traditionnelle. Donc les mentalités sont un petit peu difficiles à faire changer. Mais exemple quand même, pour montrer que ça rentre quand même dans les référentiels de formation, exemple à l'Institut agricole, on a un bac professionnel de conduite et gestion de l'exploitation agricole, dans lequel on a des modules d'adaptation professionnelle. Donc on choisit des thématiques que l'on choisit, qu'on soumet à la DRAF, à notre instance de tutelle. Et pour l'Institut d'Hasbrook, on a choisi de faire un module d'approfondissement circuit court qui permet aux jeunes, tout en apprenant les bases de la technique d'exploitation agricole, d'être déjà dans l'esprit d'un circuit court. Alors on n'est pas encore dans le bio, mais ça va venir, mais on est déjà dans la logique d'un circuit court, de transformer, peut-être de faire une première transformation ou une vente en circuit court par des organismes qui existent, voire en vente directe à la ferme. Donc en fait, il y a dans un cadre plus traditionnel déjà des petits changements à différents endroits. Donc là, on a vu la dimension un peu plus commerciale, on a vu le bio. Une question aussi, est-ce que déjà il y a une appétence des jeunes pour ces nouveaux modes de production, sur ces modes de production moins traditionnels, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'on dit souvent agriculture traditionnelle versus, on va dire, agriculture durable pour faire la grande enveloppe. Oui, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui chez les jeunes qu'on accueille chez nous, donc qui en gros ont entre 17 et 21 ans, pour parler du lycée et du BTS. Il commence quand même à y avoir une vraie appétence, et en tout cas un vrai souci de produire durablement. La petite difficulté, peut-être qu'on a encore, c'est qu'on s'inscrit aussi dans le monde agricole, et notamment en Flandre, mais je pense que c'est un peu partout pareil, dans une notion de transmission. Et bien souvent, le jeune qui est en formation
qui lui a cette appétence, donc il y a une vingtaine d'années, qui a cette appétence pour des méthodes ou une agriculture plus respectueuse peut-être de l'environnement que celle de son père et encore plus certainement peut-être de son grand-père. Voilà, cette appétence existe. Le problème, c'est qu'après, on va se retrouver dans une confrontation où le jeune va être en cours, en stage, avec une appétence sur ces questions bio, circuit court, etc. Et va peut-être retourner dans l'exploitation de ses parents le week-end, le soir, avec une vision peut-être un peu plus traditionnelle. Et comme on sait aussi que l'installation hors cadre familial est quand même quelque chose d'excessivement rare, en tout cas en Flandre, ça veut dire que pour un jeune qui est en formation, affronter son système de référence qui est un peu nouveau, qui met le bio en avant face à peut-être son père, voire son oncle, etc., qui lui a une vision plus conventionnelle, voilà, c'est un petit peu compliqué à gérer. On est là pour essayer de travailler sur ces questions-là et d'essayer aussi que les jeunes affirment leur appétence pour ces nouveaux systèmes. Oui, donc en fait, il y a vraiment aussi une logique d'innovation en termes de logiciel. Pour aller jusqu'au bout dans la logique du logiciel, moi ce que je vois aussi, c'est on sort en fait de ces paysages, ces grandes plaines cultivées, ces grands champs pour aller vers d'autres formes de culture. Et là, je vais m'adresser à Damien Kittmacher, si je prononce bien. Qui, je crois, parce que c'est quelque chose que je vais découvrir avec vous, développe une pratique agricole en zone humide. Et ma première question, parce que voilà, c'est quelque chose qui sort un petit peu des cadres dont on a l'habitude, ou peut-être même carrément, et ma première question, ce sera peut-être qu'est-ce qu'une zone humide, de façon à ce qu'on puisse poser le cadre pour les uns et les autres. Et peut-être ensuite d'aller sur des exemples pour montrer justement ce que sont ces nouvelles pratiques, et puis ça nous permettra après, par rapport à déjà ce qui a été dit, de comprendre ces signaux de changement et de transformation dans les pratiques agricoles. Comme ça, je posais toutes mes questions, on n'a plus besoin de faire passer le micro. Merci beaucoup. Alors, j'ai pas d'activité agricole en milieu humide. J'ai une activité qui va faire en sorte que je commence déjà à côtoyer des producteurs et des productrices en milieu humide, puisque j'ai créé une entreprise nomade. Ceux qui sont passés sur le stand ont pu voir, j'ai un camion aménagé, autonome énergétiquement, avec lequel je sillonne la France à la rencontre des producteurs pour essayer de comprendre leur histoire, leur choix, pourquoi en zone humide. Et tout de suite, je vous explique ce qu'est une zone humide. Vous imaginez bien qu'il y a un lien avec l'eau. En droit français, ce sont des milieux dont les sols sont recouverts d'eau temporairement ou en permanence. En tout cas, dont les sols sont gorgés d'eau. Et quand la végétation y est présente, elle a des caractéristiques spécifiques. Elle a une végétation qu'on appelle hygrophile. Vous en avez tous certainement déjà vu. Des zones humides, il y en a qui sont extrêmement connues, comme la baie du Mont-Saint-Michel, comme la Camargue. Ici, juste à côté, le Marais Audomarois, qui est une zone humide reconnue d'importance internationale. Et donc, pour revenir un petit peu au cœur de la question, effectivement, ce sont des milieux qui sont très importants au regard des enjeux de notre temps, préservation de la ressource en eau, érosion de la biodiversité, adaptation et lutte contre le changement climatique. Ce sont des territoires qui sont extrêmement riches en carbone, en tout cas dont les sols sont riches en carbone, et les pratiques agricoles que vous appelez traditionnelles, en tout cas c'est vrai, conventionnelles, ont un impact parfois négatif sur ces milieux-là, et donc délétère sur les entrées que je vous ai citées, à savoir la biodiversité, le climat. Mais en fait, l'agriculture est aussi une source de solutions pour ces milieux. On y pratique une agriculture de qualité, extensive, un élevage qui permet de lutter contre l'enfrichement et donc le relargage de carbone. Et toutes ces démarches-là, qui sont des démarches aujourd'hui considérées encore malheureusement comme des démarches à handicap et qui sont compensées par un mécanisme d'ICHM, des indemnités compensatrices de handicap, qui est quand même un des volets des sources de revenus pour l'agriculteur, qui n'en fait pas de lui un producteur de nourriture, pas quelqu'un qui va nourrir son prochain en rendant des services à la nature, mais bien quelqu'un qui est dans une logique de la main tendue, et ça c'est pas bon ni pour son ego, ni pour son évolution en tant
producteur et cultivateur de son jardin. Donc, bon, évidemment, je parcours la France depuis 3 mois, c'est assez court. J'ai rencontré des producteurs qui pratiquent un maraîchage extensif en Haute-Vallée de Chevreuse. J'ai rencontré des céréaliers en agroforesterie dans le parc naturel régional des Corbières qui vient juste d'être créé. J'ai rencontré des personnes qui tiennent une manade dans la Narbonnaise. J'ai rencontré des restaurateurs dans l'Aveyron et j'ai rencontré plus récemment dans l'Audomarois des maraîchers également. Et tous, à la question qui est de savoir s'ils sont heureux dans leur métier, en fonction des choix qu'ils ont fait de travailler en milieu humide sur des petites surfaces, m'ont répondu que oui. Vague, c'est facile, ils ne le disent pas non plus, mais tous sont assez heureux et tous, majoritairement, pratiquent une activité qui est basée sur le respect des sols, qui est basée sur le respect de la biodiversité et sur finalement une logique qui est si je suis bon avec la nature, elle me le rendra. Donc ils travaillent avec des auxiliaires de culture, ils travaillent avec ce genre de choses et au final, vous parliez de l'héritage familial, effectivement, je m'en suis rendu compte en arrivant ici. Beaucoup des personnes que j'ai rencontrées au sud de la Seine étaient des néo-ruraux, donc des personnes en reconversion professionnelle qui avaient une vie avant, qui étaient, comme moi, issus de l'Assemblée nationale, par exemple, un ancien directeur de cabinet du maire de Beauvais qui avait décidé de passer son BPREA et de se lancer dans le maraîchage extensif. Un ancien punk, décorateur de théâtre qui s'était lancé dans l'élevage bovin dans les Corbières. Bref, des personnes qui cherchaient du sens et qui l'ont trouvé dans la terre. Des personnes qui se définissent comme des paysans et des personnes qui finalement étaient à la recherche de bien-être pour eux, psychologique, physique, et des personnes qui sont aussi pourvoyeurs de bien-être pour nous. Et leurs produits sont de qualité et je pense qu'en consommant ces produits-là, on a un impact assez direct, sans forcément en avoir trop conscience, sur ces enjeux et en se faisant plaisir, on peut faire du bien à la planète. Mais c'est vrai qu'un maraîcher qui ne fait pas tout bien tout de suite, qui va devoir ensuite s'adapter aux évolutions climatiques, va se retrouver dans des situations qui économiquement ne sont pas forcément avantageuses pour lui. D'autant plus qu'il a repris l'activité de ses parents qui ne voient pas d'un œil positif le changement. Les voisins non plus ne voient pas forcément ça d'un bon œil. Les champs, on veut que ce soit propre. Qu'est-ce que c'est que ce champ qui fleurit à côté du mien avec ces liserons qu'on laisse sur les talus, dans les fossés, qui vont arriver dans les cultures. Déjà, c'est bien s'il y a des talus et des fossés. Bon, alors je rencontre des gens que j'ai envie de voir, donc des gens qui ont des pratiques porteuses un peu d'espoir, comme ce message-là. J'en rencontre aussi qui sont un peu plus mesurés. Il y a la bio, il y a la haute valeur environnementale, tout ce qu'on appelle les signes indicateurs de qualité et d'origine. Ils ont un peu du mal à s'y retrouver parfois, une défiance. Il y a du travail, mais je pense qu'en véhiculant ces messages positifs, de dire qu'on peut être heureux aussi en revenant un peu aux fondamentaux, on va y arriver. Et changer le monde avec nos casseroles et nos fourchettes, pourquoi pas? C'est ça, c'est les bonnes transformations. Merci beaucoup pour aussi ces témoignages parce que il y a le message, mais il y a de la méthode aussi. Et là, je vais me retourner vers Yann parce que on pourrait se dire là, voilà, on est tous là un petit peu avec la même envie, des compétences complémentaires. Est-ce que ça fait de nous des partenaires tout de suite qui pouvons nous mettre dans la pratique et finalement, est-ce qu'on peut faire cette somme comme ça de volonté et de messages pour pouvoir réussir à changer? On se rend bien compte que non. C'est pas si simple que ça de créer des partenariats. C'est pas si simple que ça d'éviter le conflit et de créer le dialogue. Et je me retourne donc vers Yann, dont l'association a fait des notes pratiques et je les utilise. Donc c'est bien de le dire que je les utilise justement pour un moment rentrer dans qu'est-ce que c'est finalement les partenariats dont on a besoin aujourd'hui. Peut-être pour renforcer le message parce qu'on est plusieurs à le dire et puis c'est comme quand on a de la stéréo. Hein. Plus ça arrive de tous les côtés et plus ça fonctionne. Mais aussi comment on construit cette confiance ou au contraire on analyse un petit peu les tensions. Voilà, le petit
travaille pour un laboratoire d'innovation partenariale. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un laboratoire pour des partenariats et comment on arrive à ça? Et ce que je vous propose, c'est après l'intervention de Yann, de poser vos questions. Et puis moi, sinon, j'en ai d'autres aussi pour nos intervenants, mais c'est bien si ça vient de vous aussi. Merci beaucoup, Bayard. Alors oui, effectivement, beaucoup de choses à vous dire. Peut-être pour les prendre dans l'ordre. Déjà, qui on est, se présenter rapidement, et après expliquer en quoi, d'après nos travaux, c'est utile, porteur de sens et structurant d'avoir des partenariats élaborés. Déjà, qui on est, donc on existe depuis 15 ans. Donc 15 ans, c'est l'âge, pas sur l'âge de raison, c'est l'âge de l'adolescence, mais on a vu un certain nombre de choses. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a en fait observé près de 500 organisations, des entreprises de toute taille, PME, grands groupes, qui se posaient des questions. Comment on engage nos collaborateurs? Comment on peut développer notre ancrage territorial avec nos parties prenantes? Des associations qui se demandaient comment, par exemple, elles pouvaient pérenniser leurs projets associatifs, mais également des collectivités territoriales qui voulaient apprendre à développer finalement de nouvelles formes d'action avec les acteurs locaux et pas que les acteurs publics. Et la somme de tout ça, c'est quand même 500 structures. On a essayé d'en dégager sur le plan de la méthode des invariants, c'est-à-dire des clés de lecture qui expliquent sur quelques domaines bien précis comment ça marche, comment ça fonctionne, pour finalement les repartager en accès libre à tous, et de manière finalement parce que, comme le disait justement Bayard, c'est pas simple. Un partenariat, c'est sortir d'une logique qui serait une logique trop simpliste. Je m'explique. Une logique simpliste, ça pourrait être une entreprise qui se dit tiens, je vais améliorer mon image de marque, et ça peut être sympa d'embarquer comme ça une fois mes salariés pour faire une bonne action avec une association, ou l'association, inversement, qui pourrait se dire nous, on a besoin de budget, donc on va aller voir pour une action très restreinte, finalement, un acteur, alors qu'il pourrait faire bien plus de choses ensemble. Mais pour faire bien plus de choses ensemble, comment ça marche? C'est déjà dans les étapes, il faut prendre le temps de se connaître, le dialogue, c'est-à-dire être en mesure finalement de changer de posture, de changer de regard, c'est-à-dire si moi je suis une entreprise, j'ai une logique, j'ai un vocabulaire qui est plutôt celui en fait de mon secteur d'activité, celui d'une logique d'avoir un résultat positif dans le bilan, et c'est normal et c'est tant mieux. Une association pourrait se dire mon objectif c'est de répondre à des besoins d'intérêt général. Beaucoup d'exemples ici, notamment dans le domaine de l'environnement, de l'alimentation durable ou de l'éducation, de la citoyenneté. C'est bien, mais pour qu'elles se rendent compte comment ça marche. Ça veut dire qu'ils auront besoin de dialoguer, de se voir et d'être dans une démarche ouverte. Prendre le temps de comprendre c'est quoi les enjeux des besoins de l'autre, d'expliquer les siens. Et après, finalement, il y a des choses qui peuvent se mettre en place, et de très très belles histoires structurantes. Et quand je dis que c'est des belles histoires structurantes, c'est qu'on a distingué en fait 3 grands impacts vertueux quand on a affaire à des partenariats comme ça structurés entre organisations différentes, et c'est des mots qui résonnent et qui ne sont pas neutres. C'est facteur de confiance pour les personnes qui s'engagent pour le territoire, c'est facteur de performance parce que cette démarche ouverte, ça va aussi amener à se poser de bonnes questions et à faire évoluer, à transformer positivement son organisation. Et c'est facteur d'innovation. L'innovation, ça commence d'ailleurs souvent par ce pas de côté, par accepter de ne pas voir les choses comme avant. Et c'est comme ça aussi qu'on capte de nouvelles idées. Et en plus qu'avec ce regard de l'autre, on arrive ensemble à créer des projets qui peuvent être des co-entreprises très structurantes. Peut-être un exemple très concret, et justement en lien avec le thème, pour vous dire comment ça marche. En fait, ça va rebondir avec les grands propos que j'ai pu entendre de mes voisins. L'importance de consommer local et régional, un projet qui répond à ce qu'on appelle des circuits courts. L'importance d'avoir une formation et de valoriser les métiers de la terre. Et l'importance aussi d'être dans une logique d'innovation en ayant quand même une conscience écologique et en préservant les ressources de la mer. Ce projet, c'est quoi? C'est une co-entreprise d'insertion qui s'appelle Brise de Terre. Croix-Rouge d'insertion d'un côté, et la Criée de la Mer du Gros-Dac de l'autre. Concrètement, ils font quoi? Depuis 2018, ils ont créé ensemble une entreprise qui répond en fait finalement à 3 grands besoins. Le premier, c'est très concret.
vous avez tous fait comme moi les marchés vente de poissons, à la fin il reste quand même à chaque fois de la marchandise. Donc pour apporter une réponse à tous les marailleurs qui avaient encore des produits qui pouvaient être réutilisés dans des délais courts, Power Insertion a proposé quelque chose, c'était en fait de les prendre, d'arriver à les transformer dans un délai court de 7 à 14 heures pour que ce soit en fait accessible sous une nouvelle forme de produit, le lendemain ou le surlendemain, dans un circuit de proximité. Restauration, ça peut être restauration collective, commerce, mais d'arriver à avoir une chaîne vertueuse de circuits courts. Et ça a créé d'autres bénéfices. On parle de personnes qui n'étaient pas en situation d'emploi stable. Ça leur a permis de développer une qualification pour des métiers qui sont très utiles, de transformer, de faire de la découpe, d'arriver à bien préparer finalement les produits issus de la mer. Et l'impact aussi, c'est que finalement ça crée de la richesse en local, c'est de l'économie reversée, et il y a une valorisation finalement de la mer et des produits issus de la mer. Vu qu'on aura moins de déchets, un chiffre, 5 tonnes. C'est quand même quelque chose qui fait sens. C'est pas simplement une belle entreprise qui se crée, c'est aussi un impact très concret, extrêmement structurant à l'échelle d'un territoire qui en plus n'est pas dans une situation qu'on pourrait appeler de plein emploi. Donc ça c'est vraiment l'exemple que je tenais à vous partager. Et si on résume, pour soi demain, qui que l'on soit porteur de projet, qu'on soit investisseur, qu'on soit citoyen, engagé dans des associations élues, ok, très bien, mais si on doit intégrer ça avec quelques mots-clés, ce serait lesquels? Quelque part, si on veut vraiment développer des coopérations et faire alliance, c'est pas Damien qui va me contredire dans la proximité que tu as développée avec les personnes avec qui tu as observé et tu as développé des liens, c'est créer une proximité, c'est voir comment on peut faire avec, comment on peut faire ensemble, et d'arriver à faire ça dans la confiance et dans la durée. Voilà en tout cas les quelques clés que je pouvais vous partager. Merci beaucoup. Moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, on a l'impression qu'on peut tous faire du partenariat, on peut être les Monsieur Jourdain du partenariat, parce qu'en fait, ces mots-clés ne nous sont pas inconnus, mais que finalement, il y a besoin quand même soit de méthode, soit de retour sur l'expérience, soit de pouvoir montrer qu'il y a des compétences. Enfin voilà, on voit bien effectivement qu'à plusieurs, il y a ce tissu multi-compétent, multi-thématique, qui peut nous permettre d'avancer sur cette transformation alimentaire. Est-ce que vous avez des questions? Je vais prendre 3 questions. Donc, monsieur. Si vous avez des questions pour quelqu'un en particulier, vous... Non, c'est sur l'ensemble. Excusez-moi, je ne sais pas parler comme ces gens qui parlent très bien. Simplement, il y a quelque chose qui me... Monsieur parlait de développer l'appétence des jeunes pour l'agriculture biologique. Alors, j'entendais parler d'autre chose, mais ça serait tellement plus simple. Si on appelait un champ, on n'appelle jamais l'agriculture chimique. Oui, on a une agriculture traditionnelle. On parle traditionnel, mais traditionnel. On fait conventionnel d'ailleurs. Traditionnel. Ça fait combien? 60, 70 ans, ça existe. Moi, je me rappelle de mon grand-père qui était un écolo pur, qui ne voulait pas travailler avec un cheval. Il était contre ça. Par contre, tous les jeunes, à ce moment-là, on leur avait beau et mou, avec augmenter la production de 15 hectares, augmenter le lait de lait. Enfin, tout ça, c'est quand même assez neutre. Alors, si on appelait simplement l'agriculture chimique, si on arrive à faire que ça soit dans la loi, les jeunes auraient peut-être plus une appétence. Pour ce qui n'est pas chimique. Vous pensez qu'on peut arriver à ça? C'est effectivement, les années 60 ont vu l'avènement de l'industrie chimique et qui a permis de faire progresser les rendements, clairement, et les revenus, et d'investir plus. On est effectivement sur un système où on doit se réinterroger là-dessus, faire bouger nos jeunes là-dessus. Je le dis, il y a une vraie prise de conscience chez les jeunes aujourd'hui, mais on est dans un modèle où effectivement leurs parents qui ont 50 ans, qui sont encore installés, qui eux sont encore dans un système où ils se rendent bien compte que faire ce qu'ils faisaient il y a 20 ans et ce qu'ils ont appris eux pendant leur formation n'est plus faisable aujourd'hui, mais ça reste compliqué. Je ne vais pas revenir sur les événements de cet été avec un été hyper humide dans notre région, etc.
Voilà, on va pas lancer le débat sur la qualité des pommes de terre qui vont sortir des champs cette année, mais si on veut le sortir, on va avoir un vrai combat entre le conventionnel et le bio, etc., et on va revenir là-dessus. Donc je pense vraiment, pour moi l'enjeu, pour moi aussi directeur d'un établissement de formation, l'enjeu il n'est pas dans les 2-3 ans qui viennent, il est effectivement à former des jeunes qui seront agriculteurs et éleveurs dans 5 ans, 10 ans, 15 ans même peut-être, et qui auront vraiment pris conscience que l'élevage et l'agriculture qu'on fait tel qu'on l'a fait aujourd'hui n'est plus faisable et doit clairement évoluer, quoi, avec moins d'intrants, etc. Juste une petite alerte sur là on est dans un changement de pratique et il faut du coup éviter le discours culpabilisant. C'est vraiment pas l'objectif, c'est de ne pas pointer du doigt ceux qui font mal, mais plutôt de valoriser ceux qui ont trouvé une alternative positive. Et donc c'est un peu notre discours à ProBio, c'est d'être vraiment sur ce changement de pratique et d'aller vers toujours plus vertueux. Et après j'ai envie de vous dire, la balle elle est dans le camp des consommateurs aussi. C'est pas les producteurs qu'il faut pointer du doigt. Si tous les consommateurs choisissaient avec leur vote du caddie à la caisse, en consommant des produits bio, eh bien, toute la filière en amont, elle va se structurer pour répondre à votre demande. Donc responsabilisons-nous aussi en tant que consommateurs. On a un droit de vote à ce moment-là sur les choix que l'on fait lorsqu'on achète tel ou tel produit. On peut décider de consommer du bio local. Dans les consommateurs, on peut aussi se souvenir des achats publics, puisque même si effectivement on peut se dire qu'il y a de la formation à long terme, les objectifs de développement durable font partie d'un agenda à 2030, donc ce qu'on est en train de nous dire, c'est que ça joue maintenant, parce que s'il faut réussir tout ce que je vous ai dit, bien vivre, une nourriture saine pour tout le monde, on ne va pas se réveiller en 2029, c'est maintenant qu'il faut que ça se construise. Donc effectivement, il faut qu'on arrive, et c'est tout l'enjeu des transitions, à faire remonter ce qui est déjà aujourd'hui accessible, pragmatique, possible, et donc essayer d'éviter les obstacles, d'où l'importance effectivement de la restauration collective bio ou autre, de pouvoir avoir des cantines bio avec le même prix, quelle que soit la qualité de la nourriture, et de pouvoir faire du local et de soutenir une filière, et après à côté d'avoir des enjeux long terme qui sont vraiment sur la transformation. On peut encore prendre une question. Moi j'ai une question par rapport à l'élevage. Et donc, je fais partie d'une association qui lutte contre l'élevage intensif et industriel et je ne comprends pas l'ambivalence de l'État qui, d'un côté, demande à ce que dans les cantines, dans la restauration collective, il y ait X% bio et qui, en parallèle, autorise, pas loin d'ici, à quelques kilomètres, un élevage de 800 000 poulets à l'année. Et la loi Egalim est aussi dans cette ambivalence, puisqu'elle autorise aussi que ces poulets, ou les cochons, ou tout autre animal, puissent être consommés dans les cantines. Et donc, comment vivre avec cette ambivalence? Moi, j'arrive pas à le concevoir. Je comprends votre réflexion dans le sens où dans la loi Egalim, je citais les 50% de produits durables. Là-dedans, on a tout ce qui est signe officiel de qualité, les labels rouges, tout ça, où du coup l'animal en cage est interdit dans ce type de labellisation. Et il y a le HVE2, donc haute valeur environnementale de niveau 2, où a priori on a le droit de remettre des poules en cage. Donc effectivement c'est autorisé et puis ça rentre dans les lignes de la loi. Nous maintenant forcément à ProBio on est plus à pousser sur le bio, donc on n'a pas ce souci-là et on dit que les 50% on peut mettre 50% bio. Maintenant si je viens frontalement en disant mettez 50% bio, ça va paraître inatteignable vu de là où on part. Mais bon, je pense que c'est un processus d'évolution. On préconise de conserver mieux les dispositifs et la réalité est tout autre. Et le préfet, il y a encore 3 mois, c'est élevage et il en autorise dans la région une quantité incroyable. Et les Flandres vont devenir la Bretagne au niveau d'élevage. Ça sent tellement incohérent. On va être dans ces périodes encore plus fortes d'ambivalence, puisque on voit des modèles émergents qui veulent prendre en considération des enjeux qui ne sont pas nouveaux, mais qui sont de plus en plus prégnants. Vous avez parlé des phénomènes de cet été, mais
Voilà, les enjeux climatiques, les enjeux sociaux aussi, avec toutes les manifestations qu'on a pu voir les années précédentes, elles se rappellent à nous sur finalement ces modèles, que ce soit le modèle agricole, que ce soit le modèle économique en général, ils répondent plus aux promesses, donc on a besoin d'un autre. Mais en fait, ça a toujours été comme ça, quand vous avez deux modèles qui se confrontent, eh ben, il va y avoir les précurseurs qui vont pouvoir aller sur les initiatives à valoriser, et puis vous pouvez avoir aussi des résistances, parce qu'on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et tant qu'en fait on peut vivre d'un vieux modèle, ça continue. Et vous avez donc de plus en plus de projets sur l'élevage intensif. Vous avez des projets de centres commerciaux sur des terres agricoles. Vous avez des autoroutes là où il n'y a pas besoin. Mais vous voyez que de plus en plus maintenant ça émerge dans l'opinion publique et ça fait débat, ça fait discussion. On n'est plus en train de se dire c'est bon, ça passe. Ça fait débat, ça fait discussion et ça fait peut-être partie de ce cheminement dont on parlait tout à l'heure culturel. Et je vous laisse après aller sur le mot de la fin et une fois on va passer sur la deuxième partie. Je me permets donc de peut-être partager je tenais à partager un message d'espoir, parce que je pense qu'on a besoin de ces moments difficiles. Nous, on mène des études, on a un observatoire des partenariats qui monte depuis 2008. Comment se positionnent les dirigeants, les citoyens sur les enjeux et les pratiques de ces coopérations, de ces alliances. Et un message qui n'est pas un message d'espoir, mais c'est un consensus, c'est que on vient d'écouter depuis 2019 d'abord les citoyens et ensuite les maires, les chefs d'entreprise, les associations, et il y a un consensus. Plus de 8 sur 10 de chacun d'entre eux, plus de 8 sur 10 des dirigeants interrogés, des citoyens interrogés, confirment que, effectivement, par rapport à ce besoin de sortir de ce contexte de crise sanitaire et de trouver une nouvelle manière finalement d'avoir des moteurs de croissance économique durable, les alliances, les coopérations, ça peut être un véritable levier d'avoir ces formes de démarche finalement ouvertes pour agir ensemble et qu'il y a un besoin et une urgence partagée finalement pour de développer de nouvelles formes d'action multi-acteurs pour pouvoir y répondre. Merci beaucoup. Merci effectivement. Une ambivalence mais quand même avec pas mal de lumière autour pour nous permettre de sortir du tunnel. Je vais remercier nos 4 intervenants et vous pouvez les retrouver certains sur des stands et ils seront encore, je pense, là si vous avez des questions. Ils ont incarné effectivement un certain nombre de changements qu'on peut observer et j'aurais envie de dire, ils font partie de ces personnes qui mettent des lumières dans le tunnel. Et là, je vais accueillir 4 nouveaux intervenants. Donc, merci beaucoup. Florent